Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial. S'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management. Et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue sur Chef. Merci beaucoup de cet accueil. Marie, tu es comédienne et metteuse en scène. Tu as notamment mis en scène la pièce Viril, une pièce qui nous fait réfléchir sur la construction de notre identité sexuelle et la difficulté d'exister en dehors des clichés genrés, en particulier lorsqu'on est une femme considérée comme virile ou masculine. Exactement. C'est une pièce que j'ai eu la chance de voir au Festival d'Avignon et qui m'a vraiment marquée. Et depuis ce mois de juillet, je suis avec intérêt ton actualité, tes projets. Et j'avais vraiment envie de te recevoir sur Chef parce que cette pièce, elle m'a marquée par le thème déjà, le rythme, le message que tu fais passer, un peu son impertinence aussi, je dois dire, et finalement l'impact qu'elle a sur son public et qu'elle a eu sur moi. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est forcément une pièce qui nous touche et qui nous impacte et on n'en ressort pas indemne. Et pas indemne, je pense, de la bonne manière, quoi qu'il arrive. Donc du coup, comme cette saison de Chef est dédiée au thème de l'impact positif, j'avais envie de clôturer cette saison avec toi pour parler d'impact positif un peu d'une autre manière que de la façon dont j'en ai parlé avec mes invités tout au long de cette saison, puisque j'ai reçu essentiellement des dirigeants, des chefs d'entreprise, des managers, des RH, des gens qui sont très impliqués quand même dans le monde économique. Et j'avais envie d'ouvrir sur une vision plus artistique, plus sociologique aussi. Là, je parle de Viril, mais peut-être que tu peux nous dire quelques mots de ton actualité chaude et brûlante de ces derniers jours. Tu es aussi au Théâtre de la Villette. C'est ça. Avec la pièce ADN. Exactement. Qui aborde aussi des notions sociologiques et de groupe. Tu peux nous en dire quelques mots? Avec grand plaisir. En ce moment, donc, c'était du 23 novembre jusque là, au 3 décembre, je suis au Théâtre Paris-Villette avec ADN, que j'ai créé avant Viril, qui parle en fait d'un fait divers, d'un groupe de jeunes qui ont l'habitude de se réunir dans un bois avec un de leurs camarades qui s'appelle Adam. Et un jour, à force de se moquer de ce camarade, la plaisanterie va trop loin et le dit Adam tombe dans un trou. Et le spectacle commence à partir de maintenant, c'est-à-dire que le groupe se réunit dans le bois pour trouver une solution, pour éviter d'avoir à affronter leurs responsabilités. Et en fait, ce spectacle parle avec humour, parce que c'est de l'humour noir anglais, d'un groupe qui a un leader, des suiveurs, des dirigeants, des gravitants, des exclus, des boucs émissaires, en l'occurrence comme Adam, qui vont voir leur organisation complètement chamboulée par cet événement
dramatique. C'est vraiment ce sur quoi moi j'ai axé le spectacle, c'est sur les rapports humains, sur la violence aussi, qui est présente aussi dans notre société, que ce soit à l'échelle de l'école, mais aussi à l'échelle sociétale, je veux dire au sein de la famille, de la France. Enfin, il y a toujours des leaders, des suiveurs, des dirigeants. Ce système-là existe aussi bien à l'école que à l'âge adulte, et c'est ça en fait que je voulais pointer, parce que c'est l'universalité de ces rapports-là et de les donner à voir et à entendre au plateau avec la langue de Kelly, qui pour moi est l'un des plus grands auteurs de sa génération. Donc ADN, c'est un texte que tu as adapté à ta sauce avec ta mise en scène et ta sensibilité. Viril, c'est une création. Ouais. On va en parler, bien sûr. On va parler dans cet épisode de la manière dont tu vois ton métier, dont tu vois le monde, pour à la fois adapter des pièces existantes et puis créer des nouveaux projets, et comment tu vas chercher ta sensibilité et tu embarques aussi des comédiens, des troupes avec toi dans ces projets-là. Mais tous les épisodes de Chef commencent avec toujours la même question, et donc j'ai envie de te poser cette question. Marie, ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Alors pour moi, avoir un impact positif sur le monde, déjà, c'est d'en avoir conscience. C'est-à-dire d'avoir conscience du monde dans lequel nous vivons. Et pour moi, bon après c'est pas pour faire de pont, mais Denise Kelly en parle, et j'ai parlé longuement avec lui avant de mettre en scène ADN, et c'est pour ça moi que j'ai monté aussi ce texte, c'est parce qu'il dit quelque chose qui pour moi est très juste, c'est que la meilleure manière d'être optimiste dans la vie, c'est de voir la réalité telle qu'elle est. Donc pour moi, déjà, ne pas se mentir à soi-même et de ne pas être dans un déni ou d'ignorer quelque chose, c'est déjà un pas énorme. À mon humble échelle, en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que avoir un impact positif, c'est déjà de se dire que la réalité est telle qu'elle est, et qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit pour n'importe quoi, mais qui n'en ont pas conscience ou qui sont dans l'ignorance de ces choses-là. C'est ce que j'essaie de faire en fait, en l'occurrence par exemple dans ADN ou dans Viril, c'est de pas me mentir à moi-même, ou de pas infantiliser, ou de pas essayer de donner le moral, de dire non mais la vie elle est belle, viens on va essayer de véhiculer des images positives, d'embellir quelque chose qui en fait est beau tel qu'il est, puisqu'on va essayer de partir de là pour pouvoir avancer. Et c'est le meilleur espoir moi que j'ai en tout cas. La notion de conscience, elle est beaucoup revenue dans cette saison 3. Quand j'ai interviewé des dirigeants, des chefs, ils me disaient mais pour avoir un impact, j'ai besoin de savoir d'où je pars. Et donc vraiment de voir la vie, de voir le monde, de voir l'entreprise tel qu'il est, pour ensuite pouvoir me dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne, et voilà, comment je fais évoluer. Toi, en tant qu'artiste, comment tu vois l'impact que tu peux avoir justement à travers les pièces, les œuvres que tu crées ? Je le vois vraiment très concrètement, et ça dépasse pas la salle en l'occurrence, mais c'est quand je vois le public, dès que le spectacle se termine, et je regarde le public qui est devant moi, quand ils sont tous debout pour Viril, ou qu'on m'envoie des messages, tous les messages que je reçois, donc c'est à l'échelle, à mon échelle en tout cas, ou des lettres que j'ai reçues, ou des comédiens qui ont des messages où on leur dit merci d'avoir enfin pu dire ça. Je pensais que j'étais toute seule, je pensais que j'étais seule en tant qu'aussi homme, enfin de mettre à vue des problématiques et que les gens puissent se sentir concernés et inclus. Moi je le vois directement dans la salle. Il y en a qui vont détester certes, mais c'est super, je suis ravie s'ils détestent. Bon, que ce soit pas la majorité, ce serait cool. Qu'il y a des gens qui viennent. Voilà. Quand même des gens qui viennent. Mais je cherche pas à faire l'unanimité. Heureusement que les spectacles moi que je fais déplaisent, ou l'important c'est qu'il y ait une réaction, mais que moi je vois dans la salle des gens qui n'applaudissent pas parce qu'ils ne supportent pas la violence, par exemple d'ADN. Moi ça ne me déplaît en aucun cas, parce qu'il y a un endroit j'ai eu accès à eux. J'ai eu accès à eux et ça leur a parlé, ils ont suivi l'histoire, ils ont dit moi en fait je n'adhère absolument pas à ça parce que c'est trop violent, etc. Même si c'est pas ce que je veux véhiculer, mais en tout cas, quand moi je vois à Avignon par exemple des gens qui se lèvent, des messages, comme je disais, où on me dit faut que j'emmène ma mère voir ce spectacle, faut que j'emmène mon père voir ce spectacle, ou mes enfants voir ce spectacle, c'est un endroit où moi je suis super contente, parce que les gens ne sont pas seuls à penser ce qu'ils pensent. C'est Marc Esposito qui avait écrit ça il y a pas longtemps, que j'ai relu. Je me suis dit c'est vrai que on a tendance souvent à croire qu'on est seul et on voit tout par notre prisme, mais en fait si on regarde cette serrure par laquelle on voit notre réalité, et qu'on se rend compte qu'en fait c'est une porte que tous et tous nous voyons, déjà on se sent moins seul, et surtout on voit une même réalité, on n'est pas dans un déni ambiant quoi. Et ça j'en suis du coup je suis super contente, parce que je me dis je mets le mot sur ce qu'on a toujours dit tout bas, tout seul, chacun et chacune, peu importe l'âge, peu importe le sexe ou le métier. Alors j'aimerais qu'on parle de Viril, parce que tu dis
notamment à Avignon, t'as reçu des messages de personnes qui disent je dois emmener ma maman, je dois emmener mon papa, mes enfants, etc. Moi, je me suis dit la même chose vraiment en sortant. Je me suis vraiment pris un peu une claque, gentiment, hein. Enfin voilà, c'est pas un gros coup de poing dans la figure, mais vraiment ça, c'est une pièce qui m'a marquée. Est-ce que tu peux nous expliquer quel impact tu cherchais à avoir avec Viril, mais peut-être ce que c'est cette pièce? Tu nous as parlé un peu d'ADN, ce que c'est cette pièce Viril et qu'est-ce que tu cherchais à faire avec cette pièce? Alors je vais déjà essayer de résumer cette pièce, c'est toujours un peu délicat pour moi, mais j'ai réuni 5 jeunes femmes qui viennent des 4 coins de la France, qui sont d'origine, de cultures complètement différentes, qui n'ont pas eu la même éducation, qui n'ont absolument pas les mêmes visions du monde. Mais elles ont un point commun, en fait, c'est qu'elles vont dire tout haut ce qu'elles ont toujours dit tout bas. Il y a des choses qu'elles n'ont même pas avouées à leurs parents. Et en fait, j'ai réuni ces filles. Donc, il y en a une, c'est une danseuse de hip-hop. Il y en a une, c'est une chanteuse, joueuse de tennis professionnelle, archiviste de mode chez Chanel. Et elles vont se livrer sur leur rapport à leurs parents, leur rapport à elles-mêmes, à leur éducation. Et elles vont dire des choses qui peuvent déranger. Par exemple, la seule personne qui est misogyne dans le spectacle, c'est une femme, quoi, qui va condamner la vulgarité chez les femmes, ou ce qu'elle pense être la vulgarité. La féminité, elle ne peut pas l'avoir parce qu'elle pense que c'est quelque chose qui met à mal l'intelligence. En tout cas, les femmes doivent cultiver une intelligence, et donc pour ça, il faut éviter de miser sur son physique. Et en fait, en gros, ce spectacle, il aborde une question universelle qui réunit les hommes et les femmes, puisqu'un homme interprète une femme dans le spectacle. C'est comment est-ce qu'on se construit en fonction du regard de l'autre depuis l'enfance, quoi. Que ce soit par les réflexions des parents, des grands-parents, à l'école, au sein du travail. Et j'ai écrit ce spectacle. À la base, ma volonté, c'était d'interviewer des femmes et des hommes pour savoir un peu ce qui se passait dans leur tête. Donc ça partait forcément d'un questionnement que j'avais qui était personnel, hein. C'était qui suis-je? Voilà, bon, c'était un peu philosophique, mais je suis descendue, je me rappelle, j'avais parlé à mon père, je lui ai dit, papa, je suis qui? Et il m'a dit, t'es une fille. Je fais, oui, ça c'est ok. Il me faut, t'es une fille virile quand même. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui, moi, m'avait suivi quand j'étais, depuis l'enfance, cette question de la virilité. J'étais une femme virile et on me renvoyait souvent cette image de tu es à côté de ce que tu es censé être. Je voulais déjà savoir si ce qui se passait un peu dans la tête des hommes et des femmes qui m'entouraient. J'avais fait un questionnaire préétabli avec des questions bateaux, du style est-ce que tu aimes ton prénom, jusqu'à est-ce que tu vas avoir des enfants, c'est quoi la vulgarité pour toi. Et je me suis aperçue qu'il y avait plein de choses à dire autour de cette question de la virilité. Et j'ai eu des rencontres déterminantes en fait avec certaines personnes, dont Sophia Armoumi qui joue dans le spectacle, qui est rappeuse et qui danse le hip-hop. Et je me suis dit, il faut absolument que je parle de tout ça parce que c'est des choses qui moi me touchent, mais qui ne sont pour autant pas des choses que j'ai vécues, mais qui me touchent à un endroit universel, qui est la question du j'ai pas l'impression d'être au bon endroit. Et ça, c'est ce que j'ai voulu dire dans Viril, c'est-à-dire que j'ai voulu parler du personnel pour que ça touche l'universel. La question de trouver sa place, d'avoir l'impression de faire mal les choses, d'affilier forcément sa manière de s'habiller à une orientation sexuelle. Et en fait, j'ai voulu dire tout haut ce qui en fait existe depuis longtemps, sans parler de féminisme engagé où on se dit que l'homme doit être à l'égal de la femme doit être à l'égal de l'homme, etc. Ça c'est un fait, mais c'est pas l'endroit de Viril. Et ça, c'est vrai que c'était important pour moi de le clarifier parce qu'on peut penser, voilà, Viril.s, c'est un spectacle féministe, engagé, qui essaie de remettre un peu les choses à leur place, mais c'est pas ça, c'est plus une sorte d'énorme question qui finit de toute façon par une question existentielle, hein, qui suis-je en fait. Il y a plein de questions qui me viennent quand je t'écoute, mais on parlait des standing ovations que tu as eu à Avignon sur cette pièce, ou alors des messages que tu as reçus. C'est quoi l'impact que tu as eu sur les spectateurs qui sont venus te voir? Qu'est-ce qu'ils te disent quand ils t'envoient des messages et que certains même finissent en larmes, etc. Enfin, moi, il y avait des personnes à côté de moi qui étaient vraiment assez bouleversées par cette pièce. Ça diffère, hein, d'une personne à une autre. Alors j'ai eu des jeunes filles en larmes qui m'ont dit qu'elles avaient enfin compris qu'elles étaient lesbiennes grâce au spectacle. J'ai une femme d'une 50aine d'années qui était en larmes parce qu'elle avait subi des violences étant petite. Du coup, le spectacle avait fait écho à un endroit qu'elle avait mis sous silence depuis longtemps, parce qu'on parle de l'enfance, on parle vraiment de tous les stades qui parcourent une vie, donc l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et le futur. Et ça avait vraiment touché cet endroit-là. Donc je me rappelle, elle avait enlacé
une des actrices du spectacle parce qu'elle avait dit exactement ce qu'elle avait ressenti elle-même et qu'elle avait pas su formuler ou qu'elle avait pas même enfin c'est pas tous les jours qu'on t'interviewe pour te demander de parler de ton enfance, sauf en psychanalyse et à la rigueur pour faire un travail sur soi. Mais je veux dire, moi j'ai été surprise en interviewant aussi des amis à moi très très proches de découvrir des choses et qu'elles-mêmes avaient pas conscientisé et alors que c'est des amis très 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 proches de moi. Et c'est pour ça, pardon, je fais une petite digression, mais dans le spectacle, ce qui est important aussi, c'est que j'ai enregistré en audio toutes les interviews, je les ai écrites, et tous les lapsus, je les ai gardés. Parce que l'esprit se protège toujours de ce qu'on dit. Et c'est ça aussi que je voulais donner à voir, c'était pas ces défauts-là, mais ces maladresses-là pour se protéger. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, le rôle de Meghan, l'interview que j'avais faite, donc le personnage de Meghan est atteint de trichotillomanie, elle a cette maladie, donc c'est de s'arracher les cheveux, suite à un traumatisme que la personne avait eu dans son enfance. Et juste avant de le dire, elle avait dit « et j'ai une maladie qui est la trichotillomanie », et le je l'ai gardé par exemple. C'est hyper important, c'est de parce que pour moi, il représente beaucoup de choses. Il y a aussi le personnage de Capucine qui, quand elle annonce à sa mère qu'elle était lesbienne et qui avait très très peur de sa réaction, elle dit « et j'avais pris des ». Et elle finit pas sa phrase. Donc je pense qu'elle voulait dire « j'avais pris des gants », mais je l'ai gardé dans le monologue. Et j'ai pris des... Enfin, c'était très drôle parce que mes colocs étaient dans la cuisine et moi, j'étais dans la chambre. Et donc, et j'ai pris des... Je l'ai gardé. Enfin, voilà, tous ces petits lapsus ou ces phrases inachevées. Je trouvais ça hyper intéressant de les garder, justement. Et j'ai eu aussi des hommes qui étaient super contents parce qu'en fait, ils avaient très peur d'avoir un spectacle qui leur fasse la morale, qui leur donne des leçons sur ce qu'ils savaient déjà, surtout dans le climat ambiant, ce qui est une très bonne chose, hein. Mais ils avaient peur d'entendre des choses qu'ils connaissaient déjà. Il y avait une peur aussi d'être agressés. Et en fait, ils sont venus me voir et ils m'ont dit « mais merci » parce que ça nous donne accès à une porte aussi qu'on n'ouvre pas souvent. Et ces hommes-là étaient super contents parce que j'essaye aussi de les toucher, parce qu'il y a un homme aussi sur scène qui a le droit à la parole, et c'était mon objectif, c'était pas de faire un spectacle clivant à cet endroit-là, homme contre femme, mais tous ensemble, et comment est-ce que la virilité en fait est universelle, quoi. Donc j'ai eu des hommes qui étaient super contents et d'avoir ce prisme-là sur ce spectacle avec cette question, donc qui suis-je, quoi. Donc c'est souvent des gens qui sont touchés, quoi, à un endroit. Moi, ce que je retiens de ce spectacle, c'est vraiment en partant de la question « qui suis-je ?» et en l'abordant quand même sous le prisme du genre, avec des manières de s'être construit une personnalité plus ou moins genrée, qu'on vit plus ou moins bien par ailleurs. C'est qu'à la fin, en fait, ce qui m'a vraiment touchée, c'est osons être nous-mêmes avec toute la complexité, toutes les questions, toute la difficulté aussi à s'assumer, à s'accepter, parce qu'effectivement on a des regards des autres, on a la société, la culture, nos cultures de famille, etc. et nos chaînes parfois qui nous empêchent d'être complètement nous-mêmes. Mais en même temps, c'est vrai, j'ai trouvé que c'était une vraie invitation à s'accepter, à être soi-même. Aussi bizarre sommes-nous, aussi décalés sommes-nous, aussi particuliers sommes-nous, parce qu'on est tous uniques. Exactement, ouais, c'est ça, c'est osons être nous-mêmes. Je pense que ça résume bien le spectacle. Et c'était important aussi pour moi de me le répéter. Enfin, c'était pas un conseil, c'était aussi une prière que moi comme une sorte de mantra, que de voir le spectacle quand je voulais l'écrire, je voulais aussi me rappeler de cette liberté, parce que moi-même j'ai été heurtée à plein d'endroits à des problématiques ou des réflexions que les filles avaient pu rencontrer, quoi. Et c'est vrai que moi c'était hyper important de délivrer ce message, d'être même si on déplaît. Par exemple, il y a eu beaucoup de personnes que j'avais interviewées pour cette question « qu'est-ce que la vulgarité pour toi ?» qui avaient tellement peur de dire ce qu'elles pensaient que elles me disaient des choses très bien pensantes évidemment, et que je souhaite qu'il arrive un jour, hein. Ah, mais pour moi il y a pas de vulgarité, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est super, hein, mais c'est utopiste, mais c'est pas réaliste. Et à partir de là, moi je peux rien faire. Parce que un spectacle, ça part pour moi en tout cas d'une problématique que j'ai envie de disséquer, mais pour la disséquer, il faut pas que ce soit consensuel. Et c'est pas le cas en ce moment, ça n'a jamais été le cas, hein, sinon il y aurait pas de théâtre, hein, je pense. J'aimerais bien aussi que tu nous parles de ta casquette de directrice artistique. Comment est-ce que cette question que tu te poses, que tu t'es posée à titre personnel, et puis t'en as fait un spectacle, et puis tu diriges aussi un spectacle ADN sur le collectif, donc comment est-ce que tous ces spectacles-là viennent nourrir l'artiste, et notamment la directrice artistique que tu es, parce qu'on est sur Chef, donc ça m'intéresse de parler de leadership aussi. Bien sûr. Comment tu
tu vois toi ton rôle en tant que créatrice de spectacle et puis que metteuse en scène et que directrice de la troupe? Alors ma vision de mon statut a beaucoup évolué de par mon expérience qui commence à s'allonger avec les spectacles. Alors ça a été un rôle instinctif. Donc c'est-à-dire que quand j'ai fait ADN, ça a été vraiment une évidence pour moi de diriger, et très vite je me suis heurtée à la question des relations humaines. Alors c'était assez paradoxal et très drôle dans le sens où je m'étais à vue des rapports problématiques parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis l'enfance moi-même, parce qu'à l'échelle personnelle, j'avais beaucoup de mal à être dans un groupe. Pour ça que j'ai choisi aussi ce métier-là, un métier solitaire mais à la fois au sein du collectif. Et en fait, en mettant en scène quelque chose, donc en l'occurrence ADN, qui était un groupe qui fonctionnait mal, je me suis moi-même heurtée à devoir gérer un groupe. Et cette question de la légitimité, cette question de comment est-ce que tu assois ton autorité de surcroît en tant que femme. Moi, j'avais des référents masculins, donc je me suis dit, est-ce que il faut que je parle pas beaucoup? Est-ce qu'il faut que je reste très professionnelle? Donc au début, je suis passée vraiment par plein de phases. Je me rappelle en pensant, et je le dis encore aujourd'hui à certaines filles, jeunes metteuses en scène, ou à certains garçons, quand ils me demandent, je pensais qu'il fallait véhiculer de la peur, en toute honnêteté. Que les gens aient peur de toi. Exactement. Parce que moi, j'avais eu cette expérience-là, et c'est vrai que ça me conditionnait à un état de je vais me concentrer à faire mon travail et je vais pas déranger la personne avec des futilités, vu que c'est mon milieu de travail, etc. La personne, ma metteur en scène est mon patron. Et en fait, en véhiculant la peur, j'ai compris que déjà il y avait une mauvaise ambiance et les personnes ont peur de te parler. Et ça, c'est pas du respect. Le respect, c'est pas en ayant peur de toi qu'on l'obtient. Et quand j'ai compris ça, parce qu'en plus de surcroît en tant que femme, je me suis dit il faut vraiment que j'appuie sur un trait pour qu'on me prenne au sérieux. Et j'ai compris assez rapidement qu'en fait c'était pas du tout ça l'endroit, et que c'était en fait au contraire dans la communication. En plus avec Viril qui arrivait, il y a beaucoup d'amour aussi qui est venu, parce que les filles, je me suis vraiment très 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 attachée à elles personnellement, et c'est vrai que la frontière entre personnel et professionnel, elle est très mince. Mais j'ai compris en tout cas que par l'amour et par la confiance en soi et aussi en l'autre, le spectacle ou les créations prennent beaucoup plus d'ampleur et beaucoup moins d'énergie. Enfin, moi, en tant que directrice artistique, ce qui me touche, c'est de faire rencontrer des gens qui, de prime abord, ne se seraient jamais adressé la parole, et qui, en fait, tissent des liens entre eux et qui se voient sur le plateau. Et ça crée quelque chose d'unique. Je veux dire, s'il y avait une mauvaise ambiance dans le spectacle, je pense que ça transpirerait sur le plateau. Et ce que la force de Viril, la force d'ADN, c'est que l'énergie entre les comédiens transpire dans le spectacle et crée quelque chose d'unique, et du coup un espoir aussi d'unité et d'amour, quoi. Ouais, c'est très beau, on le ressent. Ouais. On le ressent quand... Parce que finalement, à chaque spectacle, elle se relivre. Enfin, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui se rejoue en permanence, et elles sont très unies, très ensemble, et à parler de choses intimes. Alors après, bien sûr, c'est une pièce, et t'as travaillé le texte, et voilà. Mais il y a quelque chose d'intime qui se joue dans le jeu aussi. Oui. Donc j'imagine que pour les comédiennes, c'est impossible, ça serait, ou très difficile en tout cas, vraiment un effort très important, presque une douleur de jouer cette pièce alors que t'as pas du tout envie de parler aux personnes qui jouent avec toi. Ah bien sûr, et c'était hyper important en fait de les mettre dans un rapport de confiance avec moi, parce qu'en fait le travail de metteur, j'en parlais hier, le travail de metteur en scène aussi, c'est quand même l'humain est ton instrument. Et moi j'avais très très peur d'instrumentaliser. Tu manipules, que tu le veuilles ou non, en tant que metteur en scène, tu manipules les individus. Et c'était hyper important pour moi du coup d'avoir ce climat de confiance, d'être très clair au niveau de mes intentions, transparente. Par exemple, c'est vrai que quand les filles terminent Viril, c'est hyper important pour elles que moi je sois contente. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'endroit juste du spectacle, parce que je leur ai toujours dit, on fait pas ce spectacle pour plaire, on fait ce spectacle parce qu'on est en train de délivrer un message qui est nous sommes comme nous sommes. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas notre problème. On peut pas contrôler les gens, c'est pas une pub, ce spectacle. Et si moi je suis contente, et ça c'est vrai parce qu'il faut un objectif aussi pour le groupe, si moi je suis contente, c'est le principal.
Et souvent, elles le sont aussi, hein. Du coup, elles le sentent Bien bien. sûr. Et le public l'est aussi, donc on est très contents. Marie, est-ce que tu dirais que tu es une artiste engagée? Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, tout ce que je fais part d'une nécessité. En tout cas, je m'engage énormément dans mes spectacles. Après, je suis engagée dans toutes les questions que j'ai envie de donner à voir et entendre sur le plan artistique. C'est-à-dire que quand je pense engagement, je pense forcément politique. Toutes les problématiques que moi j'ai envie de donner à entendre, je m'engage à 200% dedans. Qui suis-je? Faut être comme on est. Trouver sa place dans un groupe. Bon, là, je parle donc du passé. Enfin, je parle d'Adèle Viril, hein. Mais je suis très, très engagée parce que dans ces problématiques que je donne à entendre, c'est-à-dire que je joue presque ma vie, hein, sur scène. Moi, quand je les dirige, les filles, etc., par rapport à ces questions, c'est comme presque une question de vie ou de mort parce que c'est comme un cri, en fait. Je veux dire, si avant-hier j'ai eu un bord plateau, il y avait un jeune garçon qui m'a levé la main, qui me posait des questions et je voyais bien qu'il était tout seul, il y avait la classe qui était plus haut. Et ben ce garçon-là, si je lui ai mis un peu de baume au cœur, je suis super contente, quoi. Et ça, par contre, je m'engage à 200% là-dedans quand je mets en scène mon spectacle, quoi. Ou Viril, s'il y a des filles qui, comme moi, se sont heurtées à « mais pourquoi tu parles comme un mec ?» Essaye d'être toi-même, donc vraiment des trucs qui te paument. Ou c'est quoi ton orientation sexuelle? Ou si tu t'habilles comme ça, tu le sais pas encore, mais t'es lesbienne. Toutes ces choses-là qui peuvent violenter un esprit et qui peuvent créer des situations d'isolement ou de différence ou de peur d'être exclus, en fait, plus tard. Si je peux rassurer des gens pour leur dire qu'on est tous pareils, hein, ouais, je suis engagée. Ouais. Quelle est la puissance du théâtre pour porter ton engagement? Pour moi, la puissance du théâtre, c'est de toucher directement le peuple, quoi, qui vient voir ces pièces-là. Moi, mon objectif, par contre, c'est que de plus en plus de jeunes viennent au théâtre. Que quand j'interviens dans les classes, etc., je leur dis allez voir le théâtre, c'est comme un médium, comme Netflix, comme la musique. Vous écoutez tous de la musique, vous allez tous regarder la télé. Il faut que vous alliez tous au théâtre parce que c'est pas ce qu'on pense. Le théâtre, c'est pas un milieu élitiste, c'est pas un milieu qui va parler que de Molière et des guirlandes sur la tête en chantant un texte dont vous ne comprenez absolument rien. C'est pas ça. Enfin, le théâtre, pour moi, c'est un médium artistique qui est aussi puissant que la télévision ou la musique, et c'est par ce prisme-là que moi je m'exprime. J'ai pour ambition aussi qu'à travers mes spectacles, les jeunes, les moins jeunes, que je réunisse des gens qui sont issus aussi de milieux sociaux complètement différents et qui se disent ok, j'adore le théâtre, quoi, parce que pour moi c'est du spectacle vivant. Donc on voit, il y a pas un écran. C'est une réunion dans un instant T de gens qui vont partager un moment ensemble. Au cinéma, on est dans le noir, le théâtre, on est aussi dans le noir, mais il y a du vivant. Comme les manifestations, hein, où tout le monde se réunit autour de quelqu'un qui parle, là, c'est exactement pareil. Comme les concerts ou des choses comme ça. Exactement. Ouais, moi, j'ai une sensibilité pas mal à l'énergétique entre les gens et c'est sûr que quand je suis très émue, je suis toujours très émue dans les réunions de groupe. Quand il se passe quelque chose, quand les gens vivent tous un moment unique qui ne se représentera jamais, ensemble dans un même espace-temps, ça peut vraiment me faire monter les larmes, mais même chialer, tu vois, que ça peut être un match de foot, ouais, ça peut être des choses où waouh, t'as un élan et tu vis cet instant-là, ce moment-là, cette émotion avec 100 personnes, 200 personnes, 3000 personnes. Avec un état de vulnérabilité qui est unique. C'est-à-dire que, je sais pas, mais au cinéma, il y a un écran, il y a eu des montages, il y a beaucoup de protections, hein, qui font que, là, c'est parfait, nous pouvons le mettre en salle. Enfin, par exemple, dans Viril, les filles, elles bafouillent. C'est déjà arrivé qu'il y en ait une qui retienne pas une autre personne à l'instant T. Du coup, elle a foncé sur un autre comédien. Il y a plein d'accidents. Et c'est beau, l'accident. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, l'accident. Et c'est ce que j'essaye de dire, c'est que je viens pas du tout de ce milieu-là, moi. Et les premières expériences que moi j'ai eues au théâtre, elles étaient catastrophiques et je comprenais rien. Je me disais c'est pas du tout mon milieu. Je comprends pas. Et je me sentais beaucoup plus poreuse aux comédies musicales. Je me rappelle, j'avais vu au Folies Bergères Michel Fugain à l'époque, où j'étais c'est incroyable ce qui se passe. Je veux aussi aller sur scène et m'exprimer. Et en fait, le théâtre, c'est ça aussi qui me touche, quoi. C'est cet état de vulnérabilité. On est tous au même endroit. Et on vient écouter des gens qui parlent et on est touché ou révulsé, mais on a tous ce point commun, c'est qu'on a tous pris une place à ce moment-là parce que ce spectacle nous a intrigués.
On m'a dit une fois, le monde de l'entreprise est un théâtre et il faut jouer le jeu. Sinon, t'es pas dedans, quoi. Je sais pas si tu connais un peu le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que ça peut... est-ce que ça t'amène une réflexion, ce parallèle entre le monde professionnel, hein, peu importe, et le théâtre? De prime abord, moi je pense que évidemment que dans l'entreprise, toutes les personnes qui font partie de l'entreprise ont un rôle à jouer. Comme dans la vie. La vie est ça c'est une phrase de Shakespeare, la vie est un théâtre où on a tous aussi notre rôle à jouer. Alors, le milieu de l'entreprise, moi je le connais de loin, mais je pense qu'il n'y a pas tant de différence que ça avec le milieu dans lequel moi j'évolue, parce qu'on reste dans un groupe et c'est vrai que il y a des régisseurs, il y a beaucoup de strates et de métiers dans le spectacle vivant. Et je pense que dans le milieu de l'entreprise, tu peux vite te sentir inutile ou tu peux vite te sentir oui, c'est ça, inutile dans la grosse machine qu'est l'entreprise, alors qu'en fait, c'est hyper important d'avoir sa place. Peu importe le métier, je veux dire même la femme de ménage ou l'homme de ménage qui nettoie le sol quand on entre et auquel on fait pas attention, fait partie de cette ruche qu'est le milieu de l'entreprise. Et après voilà, il y a des mises au placard, comme il y en a aussi dans le milieu du spectacle vivant. Hein. Il y en a exactement, et c'est une organisation, je pense, qui vraiment est semblable même à toute organisation humaine. Et il faut jouer son rôle, et il faut le faire bien. Comment on joue son rôle ? Comment est-ce qu'on joue son rôle ? Ça, je me le demande tous les jours. Moi, dans mes spectacles, je leur dis d'être eux-mêmes pour jouer leur rôle. Donc, on revient sur la conscience, en fait. On revient sur la conscience, ouais. Et de pas avoir peur d'être différent, de pas avoir peur de poser des questions, de pas avoir peur d'être soi-même si on a des problématiques, si on a des questionnements qui nous viennent, d'avoir peur de déranger. Je pense qu'en affirmant qui on est ou ce qu'on pense être, c'est là où on fait sa place et on fait son trou, quoi, comme dirait Sophia dans Viril. Pas avoir peur d'être le seul à penser ce qu'on pense dans le milieu de l'entreprise ou dans n'importe quel milieu, quoi. Je pense que c'est plus on a tous quelque chose à dire et à faire, et pour faire avancer cette machine, on a tous la possibilité de le faire en étant clair avec ce qu'on ressent, d'analyser, de comprendre et de communiquer au regard de ça, donc de conscientiser. Après, on devient imbattable et on devient surtout épanoui. Hier, je discutais avec une amie assez longuement d'un sujet professionnel qui me taraude un peu en ce moment, et je disais ouais, je me sens pas légitime. Enfin bon, je me questionnais un peu sur aussi qui je suis et quel rôle je peux jouer dans une certaine situation. Et elle me dit mais t'as envie de le prendre de quelle manière ? Ça serait quoi ta manière à toi de résoudre ce problème ? Je lui explique un peu et je lui explique en quoi je suis pas forcément à l'aise ou les questions que je me pose. Elle m'aide à réfléchir et on conclut la discussion. Je lui dis merci beaucoup, je vais réfléchir à tout ça, voilà. Et ce matin, elle me fait un petit vocal en me disant écoute Sophie, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit et en fait ça m'a vachement inspiré la manière dont tu veux prendre ce problème, parce que si tu t'autorises à prendre ce problème et à le résoudre, en tout cas à essayer de le résoudre à ta manière, et moi tu m'autorises moi à le faire à ma manière. Bien sûr. Ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit en fait s'autoriser à être soi-même, c'est aussi autoriser les autres à être eux-mêmes. Bien sûr. La peur dans n'importe quel milieu, c'est pas bon. C'est ce que je disais par rapport à moi. Véhiculer la peur et d'avoir quelqu'un qui en face a peur, ça crée un mauvais climat. Comment tu aiguises ta vision du monde, Marie ? Comment je l'aiguise ? Alors, je sais pas. Je grandis, donc c'est sûr qu'elle évolue, ma vision du monde. Mes problématiques ne sont pas les mêmes qu'à 16 ans. Les problématiques que j'entends ne sont pas les mêmes qu'à 16 ans. C'est comme si j'avais un dossier dans ma tête. Un énorme dossier. Et c'est vrai que au fur et à mesure, il y a des choses avec lesquelles je vais avoir envie de jongler à un moment viril. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de parler des femmes, mais je savais pas comment. Et là, c'était plus fort que moi. À l'instant T, je pense que si je l'avais pas créé, je sais pas si je l'aurais fait aujourd'hui, par exemple. Je suis comme une énorme éponge et tout ce que j'entends et que je ressens, je mets tout dans l'espoir que j'ai de pouvoir changer les choses par le théâtre. En écrivant des choses qui ne seront jamais entendues ou lues, mais c'est en disséquant l'humain, quoi. En essayant de comprendre l'être humain, en y mettant toute ma force, de savoir comment est-ce que les êtres humains se comportent ensemble, de savoir comment un être humain travaille à se protéger, à se détendre, comme s'il y avait une solution alors qu'il n'y en a absolument pas, j'en ai conscience. Pourquoi c'est si important pour toi l'humain ? Parce que c'est ce que je suis. C'est ce que je suis et c'est ce avec quoi je partage ma vie tout au long, quoi.
parce que c'est l'humain qui m'a fait le plus de bien, parce que c'est l'humain qui m'a fait le plus de mal, parce que c'est l'humain qui fait des guerres, parce que c'est l'humain qui invente le dernier iPhone, parce que je vis dans une communauté. Et c'est important parce que je trouve ça fascinant. C'est peut-être pour mieux vivre ensemble et moi me faire du bien. Est-ce que quand tu dis il y a des situations que je dissèque, la compréhension de l'humain, je la dissèque, enfin, je sens que c'est quelque chose un peu qui t'obsède, enfin en tout cas qui attire très fortement ton attention. Est-ce que tu travailles sur toi ? Ah oui, bah oui. Ah oui, je serais incapable, je pense même de le faire sans travailler sur moi, puis ce serait une hypocrisie sans nom quand même. On a tous des blessures avec lesquelles on jongle, hein, et de pouvoir exprimer ces blessures en les donnant à entendre et à voir, ça répare quelque part quelque chose quoi que j'ai en moi, et j'avance en fait comme ça. Mais je fais ce travail constamment en me remettant en question. Je pense que la clé, ce qui m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup apaisé, c'est de remettre en question les autres, mais de me remettre aussi en question. Et rien n'est grave, surtout. Et ça, c'est vrai que ça a été des choses, déjà en sachant aussi, moi je me rappelle, on m'avait dit, mais en fait, ce que tu veux, c'est être libre. Je disais, bah ouais, c'est ça en fait, je veux juste être libre. À partir du moment où j'ai compris ça, et comment est-ce que ça atteint la liberté, bah là, j'ai commencé à faire un travail sur moi. Donc, pas empiéter sur celle des autres, et aussi en étant moi-même, et me poser moins de questions sur la légitimité que j'avais, bien que c'est un travail de longue haleine, quoi. Mais je fais un travail sur moi, sur ce que je ressens constamment. Je suis obligée avec le théâtre. Marie, on arrive à la fin de notre échange. J'ai 2 dernières questions pour toi. Moi, j'ai créé ce podcast Chef avec l'idée que le chef, c'était un peu le garant de l'harmonie d'un groupe. Cette vision du chef indien plutôt, alors peut-être un peu caricatural, mais en tout cas ce sage ou cette personne sage qui qui est vraiment attentif à chacun, attentif à ce que le collectif fonctionne bien et en même temps que chacun se sente bien dans le collectif. Donc vraiment cette notion d'individu et de groupe, et aussi de protéger, en tout cas de faire en sorte que le collectif, la communauté s'intègre dans la société au sens plus large à laquelle il appartient. Donc mais il y a vraiment cette notion d'harmonie qui est très forte dans tout mon travail. Je crois que c'est un mot que t'as prononcé tout à l'heure, mais je veux bien ton regard à la fois de femme sensible sur le monde et sur l'humain, et d'artiste autour de cette question de l'harmonie d'un groupe. J'ai envie de dire que c'est essentiel, c'est très important, et que en effet la place du chef ou de la chef est déterminante là-dedans. Si quelque chose se passe mal dans le groupe, ce sera forcément ma responsabilité. Si l'énergie n'est pas bonne dans le groupe, c'est ma responsabilité, parce que je sais très bien que si je vais rentrer dans une salle avec les comédiens et que je suis de mauvaise humeur, il va y avoir un climat de tension qui va se propager, alors que si je suis de bonne humeur, mes comédiens vont être de bonne humeur. Je suis responsable de ça. Et c'est hyper important de savoir ce qu'on veut. Et pour avoir ce qu'on veut, c'est important que les personnes qui arrivent au travail aient envie de venir. Et pourquoi est-ce qu'ils ont envie de venir ? Parce qu'ils savent pourquoi ils sont là et qu'ils ont envie de défendre les mêmes choses que moi, à leur échelle, tout comme moi à mon échelle. Et on va tout faire pour, quoi. Mais ça passe par l'harmonie d'un groupe. Je veux dire, on peut pas tenir un groupe sinon. Et arriver à ses fins encore moins. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer pour nos auditeurs et nos auditrices qui ont envie justement de créer de l'harmonie autour d'eux et autour d'elles ? De pas hésiter. C'est quelque chose que moi j'avais oublié, que j'avais pas jugé essentiel au début. Alors qu'en fait c'est la clé pour arriver à ses fins, parce qu'on est toujours plus fort ensemble que tout seul. Et ça, non seulement ça va permettre de renforcer son pouvoir, mais surtout de créer quelque chose de magnifique. Et il y a pas de question de légitimité, il y a pas de question à se poser. Si on a envie, c'est que déjà il faut le faire. Parce que ceux qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas envie de prendre cette chose-là en charge le font pas. Mais si on y pense, c'est que déjà il y a des choses à faire, quoi. Merci beaucoup Marie. Merci à toi. À très vite sur les planches. Oui, demain. Demain. Et où est-ce qu'on suit tes nouveaux projets, dates de représentation, etc. Alors sur le site de Matrioshka Productions, Materi
OSHKA. Je mettrai en commentaire. Ouais. Ou sur Instagram. Enfin, moi, j'ai un Instagram professionnel. Toutes mes informations sur Instagram ou sur le site de la production où on voit tout. Très bien. Et je vous invite tous et toutes à foncer voir les spectacles de Marie, qui sont absolument magnifiques. C'est gentil. À très bientôt. À très bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.